Bienvenue, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Adam, qui est, il est membre du comité exécutif de la Ville de Laval et responsable de nos aînés à Laval. Alors, bienvenue, M. Adam. Merci, Mme Lemers. Je suis très contente que vous ayez accepté notre invitation. Bien, je vous remercie de m'avoir invité. Ça me fait Alors, plaisir. M. Adam, je sais que vous êtes toujours présent, nous, quand on va dans des soirées ou quoi que ce soit au niveau des aînés, vous êtes toujours là. Alors, vous faites du bon travail pour nous et nos aînés. Alors, je voulais vous en remercier. Bien, ça me fait plaisir de vous entendre. Alors là, j'ai quelques petites questions pour vous et nos aînés. Alors, depuis février 2014, la Ville de Laval a été accréditée MADA. Alors, j'aimerais que vous expliquiez à nos aînés qu'est-ce que ça apporte à eux, l'accréditation MADA. Qu'est-ce que c'est exactement? D'abord, il faut situer la démarche un petit peu dans son historique. La démarche MADA voulant dire Municipalité Amie des aînés, c'est le prolongement de la politique du gouvernement du Québec sur le vieillissement actif. Alors, la Ville de Laval s'est lancée dans ce processus-là dès 2010. Il y a eu plusieurs étapes effectuées, notamment la réalisation d'un portrait des besoins et des ressources. L'accréditation est venue, comme vous l'avez mentionné, en février 2014. Et là, maintenant, on est à l'étape de la mise en œuvre, de la mise en application, en fait, d'un plan d'action qui comprend des mesures spécifiques. OK, exactement. Alors ça regroupe plusieurs organismes qui font partie de ce comité-là. Exactement. Il y a un comité de partenaires qui comprend plein d'intervenants, le Centre de santé et services sociaux, l'Agence de santé et services sociaux, l'Office des personnes handicapées, la Société de transport, l'Office municipal d'habitation, la Ville de Laval. Tout ce monde-là regroupé en tant que partenaire, c'est-à-dire qu'il finance des projets en application des mesures du plan d'action. On ajoute à ça aussi la table régionale des aînés, la CLAVA, le comité de lutte... Comité lavallois d'abus envers les aînés. Je suis vice-présidente, d'ailleurs. C'est correct. On ne peut pas tout savoir les acronymes, il y en a tellement. Là. On retient l'acronyme, c'est déjà beaucoup. C'est ça, exact. Et aussi le centre de bénévolat Moisson Laval. Donc, ces organismes-là servent davantage de mandataires. Donc, ils pilotent des projets à l'intérieur des structures, participent aux demandes de subventions. OK, parfait. Alors ça, c'est depuis 2010, avant d'être accrédité, que la Ville travaillait là-dessus pour établir une stratégie. Et puis, il y a des critères au niveau du gouvernement, j'imagine, pour être accrédité. Il fallait atteindre ces objectifs-là. Il faut justement suivre toutes ces étapes-là. Donc, comme je mentionnais tantôt, des portraits, des besoins. Est-ce qu'il y a plusieurs villes qui sont accréditées? Oh mon Dieu, au moment où on se parle, je pense qu'il y en a facilement plus de 150. Je ne peux pas vous donner le nombre exact, mais il y a beaucoup de toutes tailles. Les premières ont... la première au Québec, c'était Sherbrooke, qui a pris un petit peu la balle au bond. Le concept de ville amie des aînés a été inventé au Brésil en 2007, dans le cadre d'un forum des Nations unies. Et à partir de là, l'idée a fait son chemin. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la promotion du vieillissement actif? Comment est-ce qu'on peut inclure les aînés dans la vie communautaire? Alors, vous pouvez peut-être nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est pour que les gens puissent comprendre? Bien, le plan d'action se décline en 8... on les appelle des pétales parce que au moment où le projet a été mis de l'avant, c'était Marguerite Blais qui était ministre. Ah oui, c'est vrai. Donc, et dans deux sphères d'activité, l'environnement bâti et l'environnement social. L'environnement social est davantage le lot des organismes comme le C3S, l'agence, tout ça. Mais du côté de la ville, on se préoccupe davantage de l'aspect environnement bâti et transport aussi. Donc, les aménagements en urbanisme, par exemple, l'élimination des îlots. De virage à droite dans les rues. C'est une préoccupation pour la sécurité des aînés au moment de traverser la rue. Les conducteurs ne voient pas toujours des personnes qui arrivent à leur droite, alors qu'elles tournent à droite, et il y a eu des accidents. C'est vrai. Une des préoccupations, c'est d'éliminer ça. Ensuite, en contrepartie, aménager des îlots de sécurité au milieu des boulevards. On peut voir, par exemple, au coin de Qu'est-ce que vous voulez dire par des Saint-Martin. Qu'est-ce que vous voulez dire par des îlots?
la personne qui n'a pas le temps de traverser la rue au complet a un endroit où attendre au milieu, le temps que tu puisses terminer de traverser. Le meilleur exemple de ça, c'est celui qui existe au coin du boulevard Saint-Martin et du boulevard des Laurentides. Je pas remarqué. C'est un îlot central où on peut attendre que l'autre feu de... Est-ce que c'est un bloc de ciment? C'est quoi exactement, là, physiquement? C'est... un terre-plein. Avec bordure de sécurité, donc pour se protéger contre les voitures. Bien, c'est bien, ça. OK, fait que ça, ils vont en avoir plusieurs. J'imagine que certaines... C'est dans les plans, tout comme des feux sonores aussi sont dans les plans. Des aménagements de toute nature. Au niveau du transport, on a coupé un petit peu l'herbe sous le pied des partenaires en mettant de l'avant le principe de gratuité dans les transports collectifs. C'est ça. Alors que dans le plan d'action se trouvaient davantage des mesures de taxi collectif ou des mesures facilitant l'accès au transport et au déplacement. Puis de ce que j'ai entendu, ça a été un gros succès, même plus que vous s'était espéré. Hein? C'est au-delà de toutes nos espérances. Au moment où on se parle, il y a plus de 15 000 personnes qui se sont procurées leur carte. C'était quoi vos objectifs au début? Est-ce que vous savez? C'était des objectifs plus modestes, qui se chiffraient autour de 5 000 personnes peut-être. Ah oui? Fait que ça a comme triplé, hein? Il y a beaucoup de gens qui se sont procurés la carte sans nécessairement avoir l'intention de l'utiliser régulièrement, mais comme pour la pointe. C'est ça. Il fait tempête dehors, on ne sortira pas de la voiture, on va prendre les... Fait que le procédé que les gens doivent suivre pour s'obtenir cette carte-là, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se présenter à la station de métro Cartier ou à la station de Montmorency avec une pièce d'identité établissant leur âge. Et à partir de là, on leur remet la carte. OK. Puis cette carte-là leur permet d'aller n'importe où à Laval? N'importe où à Laval, à bord des autobus de la STL. Et ça comprend le transport adapté aussi. OK. Ah, mon Dieu, c'est très bien. Alors, la Ville... qu'est-ce qu'a fait la Ville pour assurer une meilleure condition de vie à nos aînés? Pouvez-vous me donner quelques exemples de ça? Je viens tout juste de vous en donner plus. Oui, c'est ça. Les autobus, vous m'avez parlé de la fameuse, pas la bordure, mais ce que vous avez installé entre les boulevards. Mais ça, est-ce qu'il y a un objectif de fixer au niveau du nombre que vous allez mettre ou pas vraiment? Là? Selon les besoins, selon les moyens aussi, de façon graduelle, des principes d'accessibilité. Donc, ils sont constants, ils se renouvellent régulièrement à mesure que les besoins évoluent. Il y a d'autres services qui sont offerts aux aînés, par exemple, les services de bibliothèque à domicile aussi. On n'en parle pas beaucoup. Non, j'ai jamais entendu ça. Les services d'accompagnement aux nouvelles technologies. Il y a des étudiants qui accompagnent les aînés chez eux pour les familiariser avec les nouvelles technologies, l'utilisation de l'ordinateur, Google, Facebook, les réseaux sociaux. Les bibliothèques, c'est quoi exactement? Parlez-moi donc de ça, les livres, là. Quand vous dites livres à la maison, est-ce qu'il y a une... C'est un abonnement et par l'entremise du système informatique des bibliothèques, on peut réserver des livres. Quand ils sont disponibles, ils sont apportés directement à la résidence. OK, c'est bien. Donc, nos aînés n'ont pas besoin de se déplacer. Ils sont tout à fait les bienvenus, mais ils peuvent bénéficier de ce service-là directement. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de sortir, sont limités à la maison et tout ça. Puis le système pour l'ordinateur aussi, c'est la même chose? Ils peuvent vous téléphoner, puis... C'est un autre programme offert par les bibliothèques. C'est un programme, on va dire, de relations intergénérationnelles qui permet à des jeunes qui manient bien les systèmes informatiques, les réseaux sociaux, d'aider à familiariser les personnes aînées à ces techniques-là. Est-ce que vous savez, ça c'est depuis 2014, c'est commencé ce ça existait quand même depuis quelques années. Ce n'est pas une mesure prise dans le contexte de MADA, mais c'est un autre service municipal offert. C'est bien. Alors, parlez-moi, on parle avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du gouvernement et tout ça, du maintien à domicile. Je sais que la population vieillit beaucoup, puis on veut que nos personnes âgées demeurent de plus en plus à la maison. Je pense que c'est important pour tout le monde et pour le moral, puis en tout cas de la famille et tout le monde. C'est important de rester à la maison. Des fois, les CHSLD ou les hôpitaux, c'est moins le fun. Alors, est-ce que la Ville prend des moyens pour les aider
à garder un soutien à domicile? Bien, vous comprendrez que la Ville ne peut pas intervenir dans les champs de compétences de la santé, des services sociaux. C'est vraiment le gouvernement du Québec qui s'occupe de ça. Et au niveau de la Ville, la mesure qu'on a mis de l'avant est pour remplacer un programme qui est un petit peu litigieux ces dernières années, ça a été de remplacer le programme de remboursement de la taxe d'eau par une subvention de soutien. OK. Donc, ça fonctionne exactement de la même façon, mais au lieu d'être en marge du droit comme le programme l'était auparavant et de donner lieu à des abus, par exemple, des propriétaires qui s'accaparaient le remboursement de la taxe d'eau, dorénavant, les personnes aînées qui vivent soit en appartement, soit dans leur propre maison, en autant qu'il y ait au moins une personne de 65 ans ou plus qui habite là, la subvention est offerte à l'adresse. OK. Alors ça, de la façon qu'ils procèdent, c'est qu'ils doivent vous contacter. Comment ils fonctionnent pour ça? Il y a un formulaire de demande qui est disponible sur le site web de la Ville et les personnes aînées ont jusqu'au 30 avril 2015 pour présenter leur demande. OK. Bon, bien, c'est bien. Ça, c'est un nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres programmes que vous pensez qui s'en vient éventuellement, que vous travaillez sur des choses importantes? Ou, On y travaille. On a beaucoup à faire encore au niveau du logement. Oui. Donc, mais il y a des petites surprises que je réserve pour plus tard. Je peux pas vous en parler. Le logement, je pense que c'est un des problèmes qu'on voit, là, que ce ne soit pas juste au niveau des aînés ou quoi que ce soit. Les logements sociaux, c'est un des problèmes qu'on vit beaucoup, surtout au niveau des personnes âgées qui sont vulnérables, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Moi, en tant qu'intervenante chez Dira Laval, souvent, on doit intervenir des gens qui sont dans la rue ou presque, là. Puis trouver des logements abordables, ça, c'est un peu difficile. Je sais que c'est une question qui n'est pas évidente. C'est des choses qui se travaillent, ça, je le sais. Mais c'est pas c'est dur de voir ça, finalement, que... On dirait que les 1,5 ou les 1 appartements, c'est là que le problème arrive souvent. Tout à fait, je conviens avec vous. On manque beaucoup de logements sociaux à Laval. Et c'est pour ça qu'on fait des représentations pour obtenir un statut de ville mandataire en logement social. Okay. Ce que Laval n'est pas encore, contrairement à des villes comme Montréal, Québec ou Gatineau. Ce qui est, qu'est-ce que c'est, ça, ville Ça nous mandataire? permettrait de décider d'attribuer des logements, enfin, d'attribuer des logements sociaux, mais de les construire, de les budgéter, et non pas juste d'être à la remorque du gouvernement et de sa bonne foi. Donc, on pourrait décider, nous avons besoin de 100, 150 logements sociaux, alors donnez-nous des budgets et on va les gérer nous-mêmes. OK. Ça, c'est des choses qui sont déjà en vigueur dans d'autres villes? Dans certaines villes. C'est limité pour le moment, donc Montréal, Québec, Gatineau. Laval, on essaie d'être la quatrième ville mandataire dans ce sens. Alors moi, je vous remercie parce que je crois que moi, depuis qu'on travaille ensemble, on a l'opportunité de voir des projets, de travailler des choses qui s'en viennent. Je pense que le futur de nous... Je sais que d'ici 2030, je pense que la population va presque avoir doublé, si je me rappelle bien des chiffres, je ne suis pas certaine, au niveau des gens de 65 ans et plus. Et puis, ça va être important qu'on continue à travailler pour aider ces gens-là. Et nous, dans notre mission aussi, au niveau des abus, de la maltraitance, je pense que c'est un complément des deux qu'on travaille ensemble. Puis... à continuer à travailler de cette façon-là. Ce sont les personnes aînées qui vont faire de Laval la deuxième ville en importance. Ah oui, hein, c'est ça. Est-ce que mes chiffres étaient ça d'ici 2030? Je pense que ça va... On calcule d'ici 2035 environ. Ah, 2035, OK. Alors, ça va être ça. Alors, bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ça fut très intéressant. Peut-être un jour, on aura l'opportunité de faire une deuxième entrevue. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Mme Denise Bélan, qui est ici présente, qui est vice-présidente et bénévole chez Dira Laval. Alors, nous allons faire la simulation d'un cas d'une dame qui est abusée financièrement et qui a une procuration. Alors, nous allons vous expliquer un petit peu du début à la fin comment on procède dans des cas comme ça. Alors, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous ce qui se passe finalement avec votre fille, qu'on puisse essayer de régler votre cas. Bon, écoutez, j'ai donné une procuration à ma fille. Ouais. D'abord, j'ai demandé à ma fille de s'occuper d'un peu de mes sous dans mon compte de banque parce que c'est aussi difficile, de plus en plus difficile de me déplacer. Comme je suis seule, alors j'avais demandé si elle voulait prendre un peu ma place, en quelque sorte, d'aller faire des transactions à la caisse. Ce qu'elle m'a dit oui. Alors, je lui ai donné une procuration qui lui permettait d'aller à la banque pour moi, de payer mes comptes, de faire même des retraits si j'en avais besoin. Alors,
Elle a accepté de faire ça pour moi. Depuis quand qu'elle fait ça, votre fille? Bon, depuis 6 mois, je dirais 6 à 8 mois. Mettons, disons qu'au début, je vérifiais mon compte de banque. Quand je recevais mes états de compte, je vérifiais ce qui se passait. Mais comme tout était très beau et que tout se passait normalement, j'ai arrêté de vérifier. J'étais moins vigilante à ce moment-là. Alors, tout à coup, je décide une bonne journée, bon, je vais aller voir finalement comment je suis rendue dans mon compte de banque, combien il me reste de sous, puis tout ça. Et je m'aperçois que il y a des transactions qui ont été faites que je ne comprends pas. Comme s'il y avait eu des chèques qui avaient été faits ou des retraits qui ont été faits. Et franchement, là, puis je vous dis tout ça, puis j'ai une bonne relation avec ma fille, là. Oui. Il n'y a pas de... Puis je ne voudrais pas faire non plus de chicane avec ma fille, mais j'aimerais surtout comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces transactions-là. Est-ce qu'elle fait des retraits? Est-ce qu'elle fait des chèques pour... Elle fait des choses non autorisées, finalement. C'est ce que je peux comprendre. Elle fait des choses non autorisées, des choses que je n'ai pas demandées. Et c'est pas pour payer l'électricité, le téléphone, etc. Là. OK. Vous me dites, ces 3 derniers mois, à peu près, vous n'avez pas vérifié vos états de compte? C'est-à-dire que je les ai vérifiés depuis 3 mois, j'ai vérifié, mais j'ai été au moins 3-4 mois sans le faire. OK. Alors, je laissais aller les choses en me disant tout va bien, alors j'ai pas besoin de vérifier. Vous avez fait confiance? J'ai fait confiance, c'est ça. OK. Vous savez que c'est très important chaque mois, quand vous recevez vos états de compte, dans votre situation, de vérifier pour voir s'il se passe quelque chose, parce que ça peut être elle, ça peut être quelqu'un d'autre qui fait de la fraude, mais c'est important de vérifier nos états de compte à tous les mois, comme on doit vérifier 2 fois par année nos dossiers de crédit pour voir si quelqu'un ne fait pas de la fraude, parce que si personne nous dit, on ne sait pas. Alors, c'est très important. Ça fait partie de votre responsabilité en tant que citoyenne et vu que le compte vous appartient aussi, de faire cette vérification-là pour voir si votre fille ou quelqu'un d'autre aussi peut faire de la fraude dans vos comptes. Oui. Alors ça, c'est important. Je vous dis pas ça pour... je vous dis ça juste pour vous protéger parce que c'est important de le faire aussi. Vous avez raison aussi. Puis il faut que ça soit vraiment vérifié. C'est très, très, très important. Alors, cela étant dit, alors, vous avez une petite idée à peu près de combien elle peut être partie de votre compte, là, Bien là, je dirais que c'était 2500 $ à peu près. OK. Est-ce que vous en avez parlé avec votre fille? Non, pas encore. J'en ai pas parlé, non. Peut-être que j'aurais dû. J'aurais peut-être dû en parler, mais on dirait que j'ose pas la confronter. J'ose pas non plus. Je veux pas l'accuser inutilement. Je ne veux pas non plus la piéger. Je veux juste qu'on m'explique ce qui se passe. Je veux d'abord savoir ce qui se passe avant de... est-ce que vous avez un moyen de savoir ce qui se passe? Oui. Ou je peux toujours aller à la banque? Oui. Moi, ce que je peux faire avec vous, parce que vous avez quand même de la difficulté à vous déplacer, moi, je pourrais vous accompagner à la banque. Ce qu'on pourrait faire, on va prendre un rendez-vous avec la gérante de banque et puis on va pouvoir faire des vérifications nécessaires. Puis là, vous allez voir si vraiment c'est elle qui a fait les retraits. Eux, là, par des caméras ou quoi que ce soit, peuvent toujours vérifier si c'est elle qui a fait les retraits. Puis j'imagine aussi, quand quelqu'un fait un retrait, on signe toujours un papier comme quoi on fait un retrait. Donc, à ce moment-là, je pourrais savoir qui a fait le retrait. Oui, mais là, elle est mandataire. Fait que la banque, là, si vous lui avez donné la permission de sortir de l'argent, elle est mandataire. C'est votre responsabilité. Ça revient encore à ce que je vous disais tantôt. Vérifiez vos états de compte pour être sûr que tous les retraits qui sont faits, c'est des choses que vous avez autorisées puis que vous étiez d'accord. OK. Parce que c'est là que les problèmes d'abus peuvent arriver. Alors moi, c'est ce que je vous suggère. Je peux vous accompagner. On va parler avec les gérantes de banque ou le gérant, là, dépendamment de la place. Et puis à ce moment-là, oui, c'est possible. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Si on voit que c'est elle qui a vraiment fait ça, c'est sûr qu'on va faire la confronter. Oui. Fait qu'il y a 2 choses à faire. C'est soit que... Parce que là, il faut que vous arrêtiez. Là, premièrement, si elle a encore la procuration, il faut l'arrêter. OK. Parce que là, sinon, on va continuer. Alors là, je vais l'arrêter tout de suite. Oui. Même sans lui dire Bien que... là, ça va être du goût. Ça va être choix. Parce que là, si vous lui dites, vous savez que ça va créer une situation qu'elle sera probablement pas contente. Non, c'est ça. Ou elle va me questionner à savoir pourquoi. Puis moi, il faut devoir lui dire que j'ai des doutes. C'est ça. J'ai des doutes. Fait que là, ça va créer une tension, ça va créer un conflit. Et puis, mais à un moment, si vous avez une décision Il va falloir arriver là à un moment donné. Oui, c'est ça. Fait que là, vous, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on aille à la banque pour arrêter la procuration et puis faire les vérifications nécessaires à votre compte? Oui. Vous êtes prête à ça? Oui. OK. Est-ce que vous voulez parler à votre fille avant? Non, j'aimerais mieux voir ce qui se passe, évaluer la situation avec la banque,
voir à quoi a servi, si on peut savoir, cet argent-là. J'ai eu des chèques d'émis, d'après ce que je pense. Alors, elle a fait des chèques. Est-ce qu'elle a fait des chèques à des magasins où elle aurait acheté des choses? Est-ce qu'elle a fait des chèques à d'autres personnes? C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'elle a fait des chèques à ses enfants ou à son mari? Je ne sais pas. C'est ça. Est-ce que votre fille, elle a eu des changements dans sa vie? Oui, elle n'a plus récemment? d'emploi depuis 6 mois. OK. C'est ce qui m'amène. Pourtant, ma fille, c'est une personne très honnête. Elle est très honnête, mais écoutez, parfois, c'est ça, elle n'a plus d'emploi, puis bon. Mais, tu sais, faites-vous-en pas, madame, vous n'êtes pas la seule. Là, ça arrive fréquemment qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Malheureusement, c'est triste, mais souvent, 99,9 du temps, c'est les enfants ou les petits-enfants qui vont abuser de leurs parents, oui. Alors, ma deuxième question serait de vous demander, est-ce que vous avez un mandat d'inaptitude, vous? Oui. OK. Qui est le mandataire? Bien, c'est ma fille. Ah, c'est votre fille. C'est-à-dire que j'ai 2 filles, alors elles sont toutes les 2 mandataires. OK. Parce que c'est important, quand on voit qu'il y a des choses comme ça qui se passent, de réévaluer la situation. Oui, tout à fait. Là, je vois ça, là. Parce que là, des fois, nos enfants ils étaient il y a 10 ans, puis ce qu'ils sont aujourd'hui, des fois, la situation change, puis ça fait que leur comportement va changer aussi. Oui. Pour différentes raisons. Oui, des c'est médicaments, ça. de la drogue. Il y a plein de situations que nous, on voit des fois qui peut faire qu'il y a beaucoup de choses dans leur comportement qui vont changer. OK. Alors, c'est ce que je vous suggère de faire, c'est qu'on puisse le faire ensemble, qu'on aille à la banque pour voir ce qu'il y en est, puis de là, ce sera à vous de prendre la décision. Puis, d'accord. Je suis contente de voir que vous pouvez m'accompagner parce que tout ça, ça me stresse énormément, étant donné que c'est ma fille qui semble faire des choses. Alors, je voudrais être certaine, je voudrais surtout avoir la bonne nouvelle que c'est pas elle, mais écoutez, je vais devoir me rendre peut-être à l'évidence de réaliser que c'est elle, mais pourquoi? Alors là, je pourrais la confronter à ce moment-là, mais je vais être bien sûre que... Ouais. Est-ce qu'il y a est-ce que si jamais, si c'est le cas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ça pour qui d'autre que vous auriez confiance, établir un lien de confiance qui pourrait s'occuper de vos... Bien, il y aurait mon autre fille à qui je pourrais demander de le faire, parce que j'ai 2 filles, alors, puis les 2 sont sur le mandat, mais comme vous le disiez tantôt, là, je pourrais voir, là... apporter des modifications exact. à ça. Dans les mandats d'inaptitude, surtout, là, ce qui est important, c'est que, bien, on ne sait pas si vous allez vous rendre là, mais que ce soit un mandat de procuration ou un mandat d'inaptitude, c'est toujours des mandats. C'est toujours important d'avoir, bien, en tout cas, si on peut, là, de mettre 2 personnes. Parce qu'habituellement, une personne va vérifier l'autre. Comme ça, on peut éviter justement qu'il y ait des conflits. OK. Fait que si vous pouvez mettre 2 personnes, que ce soit une procuration bancaire ou un mandat d'inaptitude, un doit toujours rendre des comptes à l'autre. Comme ça, on évite beaucoup de conflits, ce que nous, on voit souvent, surtout entre l'inaptitude puis l'aptitude. Là, souvent, on voit que les gens, c'est là qu'ils commencent à avoir des problèmes d'abus, puis les comptes se vident et tout ça. Alors, c'est important dans cette situation-là de pouvoir... De pouvoir mettre 2 personnes de confiance. Pour qu'une rende des comptes à l'autre, de façon à ce qu'une ou l'autre puisse vérifier l'autre. Oui. Alors, oui, exactement. Puis souvent, on rencontre aussi souvent qu'il y a des gens, soit qui sont plus âgés, que leurs enfants sont décédés, ou ils n'ont pas d'enfants, ou leurs amis sont décédés, tout ça. Alors, c'est tellement important... quand on arrive dans ces situations-là, cette personne-là à qui on fait confiance devient nous, finalement, on lui donne notre plein pouvoir. Oui, voilà. Alors, il faut vraiment, on le dit aux gens, des fois, souvent, on ne réalise pas jusqu'à temps qu'on arrive dans cette situation-là, comment c'est important de choisir la bonne personne. Si les gens n'en ont pas de personne, on dit laissez le curateur s'en occuper. Le curateur, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y en est, c'est que si la personne n'a pas de mandat d'inaptitude pour s'occuper d'elle, alors à ce moment-là, le gouvernement va prendre la relève. Puis lui, il va vérifier dans la famille s'il y a des personnes compétentes pour s'occuper de ces choses. Puis si jamais il n'y a pas personne, bien à ce moment-là, le gouvernement va s'occuper de cette personne-là. Ils vont mettre une travailleuse sociale qui va s'occuper, habituellement, les travailleurs sociaux s'occupent de la personne. Puis il y a une institution financière qui s'occupe du gouvernement, qui s'occupe des placements, de l'argent et tout ça. OK. Ils ne sont pas là pour faire de l'argent. Habituellement, ils vont maintenir ce qui se passe au niveau des placements. Mais moi, je l'ai dit aux gens, quand vous n'avez pas personne puis que vous n'êtes pas sûr, mettez pas n'importe qui pour mettre un nom. OK. Laissez libre, mettez rien, même pas de mandat, rien. Aussitôt qu'il n'y a pas de mandat, ça s'en va directement au curateur public.
Puis lui, il va investiguer s'il y a quelqu'un de compétent, puis s'il n'y a pas personne, ils vont s'en occuper. Puis ça arrive surtout les gens quand ils ont beaucoup d'argent, là, puis parce que souvent ils me disent « Ah, bien, je connais ma voisine. » Oui, mais il faut vraiment faire attention. Oui. Parce que quand on arrive dans ça, là, c'est... Il faut vraiment avoir quelqu'un qui en a une pleine confiance. Oui. Encore là, vous voyez, parfois... Oui, puis savez-vous quoi? Ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens ils ont une certaine honte à dénoncer leurs enfants, parce que c'est pas évident de dire que nos enfants nous font ça. Hein? Non, c'est ça. Mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Ce sont des choses qui arrivent. Souvent, ça va être les petits-enfants aussi qui peuvent rentrer là-dedans. Mais c'est des choses qui se voient, fait qu'il faut pas... Je sais que c'est triste, mais écoutez, notre mission, ça va être de vous amener puis de vous aider là-dedans le plus possible, puis d'éviter que ça se reproduise. Fait que... C'est sûr qu'à l'avenir, je vais être plus vigilante. Hein? Peu importe à qui je donne une procuration, si j'en donne une autre, je vais vérifier les états de compte régulièrement, ce que j'ai négligé de faire à la fin, parce qu'au début, j'ai vérifié, mais comme tout se passait bien, bien, j'ai décidé de... J'ai un petit peu relâché, là. Mais là, j'aurais dû être plus vigilante. Puis à l'avenir, je vais l'être davantage, c'est certain. D'accord. Est-ce que vous avez, dans votre mandat d'inaptitude, est-ce que vous avez fait une procuration générale? Savez-vous si vous avez fait ça? Des fois, le notaire vous le demande ou ça vous dit rien? Non, non, j'ai pas fait de procuration générale. Okay. J'ai fait... Non, c'est ça. C'est ça. J'ai fait une procuration bancaire. OK, parfait. Oui. Et puis, là, si jamais vous avez des doutes, là, si ça confirme, après qu'on a fait les investigations, que c'est votre fille, il va falloir que vous commencez à penser à une deuxième personne à qui vous pourriez faire confiance. C'est pas que... Un mandat d'inaptitude, c'est toujours en prévision. Hein? Ça ne veut pas dire que vous allez devenir inapte. Non, non. C'est pas ça. Non, non. Mais il faut toujours prévenir Prévoir. au cas qu'il arrive quelque chose. Puis quand on a... Parce que des fois, ça arrive vite. On traverse la rue. Moi, j'ai vu des gens là, traverser la rue puis se faire frapper. Ça arrive comme ça. Ou ils ont une opération. Des fois, ils deviennent inaptes pour un certain bout. Puis des fois, on est obligé de mettre le mandat en opération. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est temporaire ou des fois, ça peut être... Mais ça arrive souvent aussi. Suite à une opération, les gens deviennent, qui font un délirium qu'on appelle, et puis là, ils sont obligés de prendre un mandataire pour gérer tous leurs biens et tout ça. Fait que... Okay. Mais il y a beaucoup de situations. Et puis, écoutez... je vais être là, puis on va essayer de vous accompagner jusqu'au bout. Puis, s'il y a d'autres choses, y a-t-il d'autres questions que vous auriez, que vous pensez qui sont... C'est pas mal tout clair, ce qu'on vous a expliqué? Oui, c'est clair, ce que vous m'avez expliqué. Puis là, je vois ça d'un autre œil, là aussi. Parfait. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et puis, c'est tout. Puis moi, Denise, bien, je te remercie de bien avoir voulu participer au jeu de rôle. Ça fait plaisir. Puis, j'espère que ça l'a informé nos personnes âgées. Alors, voici ce qui met fin à notre série d'émissions pour l'hiver 2015, en espérant vous avoir informé de vos droits. C'était notre objectif. Et puis, pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au bureau au 450-681-8813. Passez une bonne été.